Rebonjour à toutes et à toutes. Nous poursuivons cette émission spéciale des Grandes Gueules avec les figures que vous avez déjà pu entendre et voir si c'est à partir de la télévision que vous nous suivez. Vous avez été nombreux à réagir à cette émission à partir de l'international, mais aussi ici en Guinée. On en fait lecture maintenant, avant bien sûr de pouvoir revenir à nos sujets tels qu'ils ont été annoncés. Le premier qui réagit à cette émission, c'est bien Keita Mamadi, Dr K, si la régie est prête bien entendu. On pourrait le faire tout bonnement comme la fois dernière. Il dit bonjour Tamba et bonjour à tous. En tant qu'agent de santé guinéen, ça fait vraiment plaisir cette décision de l'ANSS. Il le dit, cette décision de l'ANSS, mais cela ne signifie pas que la maladie est finie. On doit toujours continuer à respecter les mesures barrières et surtout à se faire vacciner, nous dit-il. Et puis CC Jean-Louis Lois le Bourgeois nous a également écrit: bonjour Tamba, nous devons saluer la décision de la junte militaire sur l'allègement du couvre-feu. Nous les exhortons à œuvrer pour le renouvellement de la classe dirigeante de notre pays. Nous avons besoin de voir d'autres têtes, surtout des jeunes, aux commandes. On poursuit avec ce ballet de réaction, cette fois-ci avec Tidiane Botegueba qui nous dit: l'ANSS doit des explications car c'est inacceptable qu'elle agisse de la façon politique vu qu'on ne joue pas avec la santé publique, mais rien d'étonnant car la gouvernance Condé était et tout était politique. Tidiane Botegueba depuis Douala au Cameroun. Salut mon cher Douala, comment va le Cameroun? Voilà, on poursuit cette émission avec Mamadou Diallo, la régie qui traîne un peu. Bonjour les GG, nous dit-il. C'est très bien pour l'allègement de ces lieux de loisirs, mais je crois... Il parle donc, c'est pour le CNRD, il n'a tenu en compte que ces lieux qui sont des vecteurs de contamination. Il n'a pas pris en compte que ces lieux sont des vecteurs de contamination très vite, car il n'y aura pas de contrôle adéquat. La santé et la justice avant toute chose, nous dit Mamadou Diallo. Et puis on continue avec Saïkou Oumar Bolé qui nous écrit également: bonjour les GG, c'est vrai que nous sommes contents de cette baisse des cas de Covid-19, mais l'ANSS nous doit vraiment des explications parce que je pense qu'il y avait une sorte de politisation de cette maladie. Merci pour nous ramener ce couvre-feu de 0 heure à 4 heures. Lui, c'est un nuitard qui écrit ce message-là. Et puis, on va avec Patekourou Diallo qui nous écrit: à voir ces figures emblématiques de la femme guinéenne, je me dis que l'espoir est permis pour la Guinée. Je pense que le CNRD a une chance d'approcher ces femmes pour une transition réussie. Mamadou Kaba a été une excellente ministre de l'économie. Eh bien voilà, on voit que lui, c'était pas un mangeur de mangement. Merci mon cher Paté Kourou Diallo. Mamadou Saïdou le patriote. Un patriote qui nous écrit: bonjour mon cher Tamba et à toute l'équipe des GG. Ce virus de Covid-19 est bien une maladie dangereuse et il existe, bien sûr, mais nos ex-gouvernants ont utilisé ça pour priver le peuple de se mouvoir. Tout ça à cause de ces politiques. C'est juste pathétique et c'est dommage. Merci le patriote qui a réagi. On va avec le dernier, c'est bien Tierno Idrissa Diallo nous écrit: bonjour Tamba et à toute l'équipe. Personnellement, si on veut avoir une transition réussie, il faut que ces femmes puissent participer fortement dans les décisions et prendre dans les décisions à prendre. Vive les femmes guinéennes! C'est bien Tierno Idrissa Diallo qui nous écrit de Ziguinchor, c'est au Sénégal. Bonne journée à vous, Djeredjef, mon ami. On se tient donc pour la prochaine. On revient en studio avec vous, Moussa Hiro, qui doit absolument poser sa première question. Parce que je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je ne voulais plus que je parle. Alors, on revient avec vous, Adia Aïchaba. Vous avez observé cette prise de pouvoir par l'armée guinéenne, notamment par le CNRD. Comment vous observez les débuts depuis le 5 septembre? Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous pensez que tout va bien ou bien peut-être des faux pas que vous avez dû observer, éventuellement des pistes de solutions?
Pardon, oui, allez-y. Je pense que lorsque la population guinéenne a su que l'ancien président est tombé, ça a été la joie totale. Et c'est incroyable parce que quelqu'un m'a dit, mais c'est un Doumbouya, c'est un Balenké, il y a un autre Peul qui a répondu. Mais moi je m'en fous, qu'il soit Doumbouya ou Konaté ou Souma ou Diallo, whatever. C'est la même chose. Donc le problème ethnique est terminé. Et c'est ça qui est important. Nous allons enfin constituer une nation. Et donc, je souhaiterais vivement que le colonel Mamadi Doumbouya en profite pour tout de suite se pencher sur la réconciliation nationale. Elle est là. Et nous en sommes très heureux, vraiment. Tout est calme, tout le monde est content, il n'y a pas de faux pas. Et comme je le disais tantôt, le fait d'avoir dit tout de suite consultation, tous azimuts, c'était vraiment la bonne chose qu'il fallait faire. Ça va leur permettre d'avoir un bon départ. Ça va leur permettre d'avoir une charte. Parce qu'ils vont savoir exactement ce dont les populations ont besoin. Il a consulté tout. Et j'étais très heureuse de voir les femmes s'exprimer. Tout à l'heure, moi, je n'ai pas mis l'accent sur les femmes parce que je sais que nous sommes plus de 52%. Ça, c'est un. De deux, quel est le pays qui s'est développé sans les femmes? C'est nous qui faisons tout. On nous trouve partout, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'éducation ou la santé ou la justice. Nous sommes partout. Par conséquent, il faut compter avec nous. Pas de faux pas, vous le dites. Il n'y a pas de faux pas. Justement, une transition, si vous permettez. Et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux pas. Et ça dépendra de nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne. Et qu'est-ce que vous allez faire On va les accompagner. Pour qu'il n'y ait pas de faux pas. Il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on continue à les... C'est-à-dire, si vous constatez tout de suite quelque chose qui ne va pas, il faut le signaler. Parce qu'il faut qu'ils sachent. Et comme ils sont à l'écoute actuellement, il faut en profiter. Justement, une prise de pouvoir par l'armée. Au départ, en tout cas selon l'expérience guinéenne, c'est toujours de beaux discours au départ, de belles choses au départ. Et parfois, il y a souvent les vieux démons qui remontent à la surface, qui s'introduisent dans les esprits des gens qui sont là sur place. Est-ce que vous craignez que de telles choses se reproduisent parce qu'elles se sont déjà produites dans le passé? Moi, je pense que cela ne va pas se faire. En ce sens que tout de suite, quand les gens ont commencé à constituer des mouvements de soutien, qu'est-ce que a été la réaction? Nous ne voulons pas de mouvement de soutien. Ce qui, moi, me permet de dire que, et puis, ils connaissent la Guinée. Ce sont des jeunes qui ont une excellente formation. Ils sont très intelligents. Ils ne vont pas se laisser faire. Alors, justement, toujours avec vous, Adia, oui. Vous dites parler de réconciliation nationale. Il a dit dans son discours que la justice va être la boussole qui va orienter le peuple de Guinée. Et qui parle de réconciliation, forcément à parler de justice. À votre avis, quelle forme devrait prendre cette réconciliation, sachant que des guides spirituels avaient fait un rapport, des recommandations, ils ont déposé, il n'y a pas eu de suite. Quelle forme? La deuxième, c'est il y a des concertations. On va aller une par une. Allez-y. Oui, allez-y. Donc la première question, c'était comment faire la réconciliation. Oui. Mais on commence à la base. Ce travail a semblé être fait, il le disait. Avec les guides religieux, des sociologues. Mais vous savez, les guides religieux et les... Il n'y a pas eu de conséquences après. Qu'est-ce que nous avons fait de ce rapport? Où se trouve ce rapport de ces guides religieux? Moi, je pense que ce n'était pas les religieux qui devaient le faire. Vous vous souvenez ce que le Rwanda a fait, les Gachacha? Allez-y. Qui a fait quoi? Qui m'a fait du tort? Comment le révérend, l'archevêque Desmond Tutu, qu'est-ce qu'il a fait en Afrique du Sud? C'est d'amener les gens à se parler. Tu m'as fait ceci, je te demande, l'autre va demander pardon. Il faut qu'on s'explique. Si nous allons par des rapports, que ces rapports-là restent dans des tiroirs, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on l'expose. S'il y a des dossiers au niveau de la justice, il faudrait que cela se fasse. C'est la meilleure solution. Mais je pense qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle.
D'accord. On y va avec vous. Je rappelle que Madame Mariam Tandou Camara est en direct de Dakar. Elle participe à cette émission, Moussa Yero. Alors, Mariam, vous suivez de loin cette actualité. Je le disais à Adia Eshaba tout à l'heure. Comment vous suivez cette actualité, justement? Quelles sont vos remarques? Il y a ces consultations, d'ailleurs, qui sont toujours en cours. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure voie pour pouvoir cerner les problèmes de la Guinée et pouvoir sortir de là une piste qui puisse permettre à cette jeune de bien mener cette transition? Et Diba disait quelle devrait être l'après-consultation. Vous avez dit que je suis de loin, mais à vrai dire, je suis de très près ce qui se passe, parce que, comme vous l'avez bien vu, nous sommes fortement représentés à travers le GRIF. Nous étions fortement présentes la semaine dernière aux consultations avec le REFAMP, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, et la coalition des femmes et paix, qui regroupe à peu près 33 organisations qui travaillent sur la paix et la sécurité sur tout le territoire en Guinée. Donc, à travers la présence et les messages que nous avons portés, nous sommes, disons, en attente et à l'attente, avec beaucoup d'espoir que, justement, les compétences dont j'ai parlé plus tôt, les femmes sont d'excellentes médiatrices. Adja Eshaba a parlé de « il faut se parler ». Depuis le Sénégal, vous savez, le Sénégal suit de très près ce qui se passe en Guinée. Je dirais même qu'on a vu dans la première semaine peut-être un peu plus de débats sur les chaînes médiatiques sénégalaises qui suivaient de très près, parce que ce qui se passe en Guinée affecte la sous-région. La Guinée est frontalière de 6 pays, il faut le dire. Donc, en ce qui me concerne, je vois que nous sommes en train de tous et toutes aller vers ces consultations et ces concertations et présenter nos priorités et nos doléances. Et ce qui est certain, et je sais que je vais me répéter tout au long de cette émission, il ne faut pas laisser pour compte les deux grands groupes qui nous intéressent aujourd'hui. La Guinée est très jeune, avec plus de 60% de jeunes. La Guinée est féminine, avec plus de 52%. Si, depuis plus de 60 ans, nous avons essayé une certaine forme de gouvernance qui a fait défaut, aujourd'hui, pourquoi ne pas changer? Mais il ne s'agit pas de nombre, encore une fois, il s'agit de qualité. Il faut faire l'effort de faire appel aux compétences qui existent. Il y a beaucoup de personnes, une majorité silencieuse, qui a opté ou choisi de ne pas, se mêler de très près de la politique, parce qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec un certain nombre de processus qui se tenaient en termes de comment les personnes accèdent aux responsabilités pour pouvoir appuyer et accompagner le pays. Donc il faut déjà avoir des mécanismes de sollicitation des expertises qui sont un peu plus transparents, qui est moins de trafic d'influence. Est-ce que vous permettez... je pense que... Alors, on va rester dans le sillage de cette inclusion, des mécanismes de participation de plus de femmes et de jeunes à ce processus de transition. Bon, moi, je m'intéresse un peu à la place et au rôle qu'une femme pourrait jouer dans ce processus-là. La première transition de ce type que nous avons eue, c'est celle de 2008-2010, avec à la tête du Conseil national de la transition, une femme, Adia Rabiatou Serra Diallo. Déjà, pour commencer, quel bilan vous en faites? Est-ce que pour autant, justement, la Guinée en est sortie de l'ornière? Est-ce que le débat se pose en termes de genre et en termes de groupes sociodémographiques? Alors, je pense que c'est un bon exemple que vous prenez. Ça fait plus de 10 ans que j'étais en Guinée, de 2006 à 2010, donc j'ai vécu cette transition de très près. Effectivement, l'ancienne syndicaliste Adia Rabiatou Serra Diallo a été cooptée au niveau du CNT. Je ne suis pas là pour revisiter le passé. Nous sommes de cette génération aujourd'hui qui pensons que si à l'époque les forces vives ne sont pas toutes venues à l'assaut de cette implication
participative, nous devons le faire aujourd'hui. Alors, avoir une vision révisionniste pour dire on a eu une femme, mais ça n'a pas bien marché ou ça a bien marché, je pense que ce n'est pas, si on devrait le faire, faisons-le pour tout le monde. Nous avons laissé la gouvernance en majorité aux hommes, et excusez-moi de vous le dire, mais nous en sommes à ce point-là. Alors, pourquoi ne pas nous donner un peu plus d'opportunités, de chance pour prouver et montrer que oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui n'ont pas bien marché, mais il y a un fort leadership féminin qui existe. Il y a en sourdine, il y a une force vive féminine qui veut s'impliquer. D'accord. Nous sommes aujourd'hui. D'accord. Je veux juste terminer. Je veux terminer sur ce point. Allez-y. Ce n'est pas seulement le secteur. Souvent, on cantonne la participation des femmes à une participation politique. Je suis d'accord que les femmes ont du mal à s'investir valablement dans les listes électorales pour être en tête de liste. Mais attention, nous avons au sein du secteur privé des directrices de banque, nous avons des directrices d'établissements d'enseignement supérieur, nous avons des femmes qui sont des experts partout au niveau des Nations Unies. Nous avons, je ne veux pas citer Mme Janet Keita, qui aujourd'hui a rang de sous-secrétaire générale de l'ONU, qui était ancienne ministre de la coopération tout récemment. Vous avez un panel de femmes ici à Radio Espace, vous voyez bien. Mais attention, nous voulons encore dire que de façon transversale dans les différents secteurs, que ce soit le secteur agricole, où les femmes sont à la tête de coopératives, que ce soit dans le secteur minier, où il y a des femmes qui se hissent, renversant un peu la tendance et amenant ces femmes, ces compétences à la table de décision et voyons le résultat. Renversons la tendance, amenons ces femmes à la table de décision. Mariam Tendou Camara, qui est experte onusienne établie au Sénégal, elle réagit au sujet de la transition de ce matin. Daouda, mon cher, on va avec vous. Vous savez, il y a quelqu'un qui me dit j'aime bien mon bracelet, mais je préfère mon bras. On a l'impression que les femmes nous aiment bien, nous qui sommes leurs maris, leurs frères et autres, mais elles se préfèrent à nous. D'accord. Elles se préfèrent à nous. Je partage totalement l'image. Bien ordonné commence par soi-même. Vous nous aimez bien, mais vous vous préférez à nous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, Madame Fatou Soare-Anne, aujourd'hui la question, elle se pose peut-être en termes de genre, de représentativité, mais elle se pose aussi en termes de globalité. C'est la Guinée d'abord. Les femmes, oui, mais la Guinée d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'allure des choses, connaissant bien tout le caractère démagogique qu'on connaît du Guinéen, pensez-vous que cette junte peut-elle être à même de surpasser la démagogie, aller vers le travail réel? Et si oui, quelle doit être l'attitude de la population pour leur éviter les erreurs du passé? Alors, je pense qu'il faut leur donner le bénéfice du doute. Et pour l'instant, sur les actes posés, on va aller sur les actes posés. Les actes qui ont été posés sont rassurants jusqu'à aujourd'hui. Entre autres, la nomination et la visibilité de certaines femmes au plus haut niveau, dans leur rang, qu'on apprécie, mais en dehors de ça, vraiment, parce qu'on parle beaucoup de ça à nous, mais d'autres choses. Je pense que on est dans une période d'espoir. On est dans une période d'espoir et beaucoup d'entre nous se disent que on peut pas. De toute façon, on est dans des moindres mots. On regrette ce qui s'est passé. Personne ne souhaitait voir un coup d'État dans notre pays, sauf que malheureusement, on est arrivé au point où ça a été une porte de sortie pour beaucoup de choses. Néanmoins, je pense que si ces gens doivent réussir, je le dis souvent, la tête a changé, mais le corps est là. Et le corps, c'est qui? C'est nous, c'est la population guinéenne. Donc, il faut qu'on accompagne, mais il faut qu'on accompagne sérieusement. Vous savez, il y a une chose dont on se plaint souvent, c'est de dire « Ah, les médiocres sont là-bas, etc. etc. » Et après, on n'a que nos bouches pour parler et nos yeux pour pleurer. Comment aujourd'hui on s'assure, et je le dis souvent, on se connaît entre nous. Les différentes corporations qui sont invitées aujourd'hui dans des consultations se connaissent très bien. Et d'ailleurs, on voit dans les médias des réactions dès après les interventions des uns et des autres. Donc, je pense que chacun d'entre nous, dans nos différentes corporations, dans nos différents secteurs, devons être sérieux, faire le ménage pour cette junte. Elle ne le fera pas elle-même, ils ne connaissent pas. Et ensuite, envoyer les personnes qu'on pense être valables, sans regarder forcément le genre, les sexes, etc. Mais on parle aujourd'hui en premier et tout d'abord de compétences. Et de personnes aussi, j'ai envie de dire, je m'excuse, sérieuses.
sérieuse. Et on se connaît. Donc, on connaît le passif des uns et des autres. Hein. On a des passifs très, très brillants ici. On connaît d'autres passifs. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer. Et pas seulement les femmes, toute la population, c'est de les aider. C'est une junte. Je pense qu'ils ont fait une partie du travail. Il faut les accompagner sur la suite. Ils ont fait une partie du travail, ils ont besoin d'être aidés, on se connaît. Il faudra des profils sérieux. Entre autres, Djiba Milimouno, on poursuit avec vous. Miss Malado, beaucoup disent que vous êtes bien placé aujourd'hui pour parler d'audit dans ce pays, parce que imaginez en 2016 des résultats de l'audit des marchés publics passés entre 2013, 2014 et au premier semestre 2015, ainsi qu'en publiant de façon régulière sur le site web du ministère des Finances la liste actualisée de tous les contrats de gré à gré. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de mission. Une transition, c'est pas un gouvernement de développement. Il y a une mission, on part des audits. Quelle devrait être la forme qu'on pourrait donner à ces audits? On a vu au Sénégal Macky Sall, il a tout simplement appelé des ministres pour dire bon, on sait que tu as ça, il faut rentrer, on ne va pas dire ça à la télévision, pour éviter une chasse aux sorcières. Quelle est la forme qu'on pourrait donner aujourd'hui à ces audits? Est-ce que c'est une priorité, les audits? Non, pour moi, la priorité, c'est... Écoutez, je crois, pour conférer le caractère le plus neutre, objectif, à ces audits, il faut faire appel probablement à des compétences externes. Des personnes qui n'auront pas, pour éviter d'être jugées parties. Je pense que ça, c'est un premier point. Externe, éviter la chasse aux sorcières. Des compétences externes, mais guinéennes. Oui, il en existe. Et éventuellement, peut-être se faire appuyer par des compétences aussi externes à la Guinée. Je veux dire ça, bon, après, il faut regarder peut-être dans les détails. Mais ce qui me semble... Ce qui me paraît quand même important ici, c'est aussi de se pencher sur tous les aspects institutionnels. Comment est-ce qu'on va vraiment gérer cette transition? Je crois que c'est ça qui est important. On doit définir véritablement qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. C'est à quoi doit ressembler la transition, et pour obtenir quel résultat, pour aller vers quel objectif. Je crois que c'est ça. Il faut qu'on se remette aujourd'hui vraiment dans une dynamique, parce que n'oublions pas, on ne part pas de zéro. Je crois que ça, c'est aussi important. Et je tiens encore à dire, faisons preuve de discernement. C'est très important. On ne peut pas jeter à la poubelle les 10 ans du professeur Alpha Condé. Il y a eu des acquis, il faut bâtir sur ces acquis, continuer sur ces acquis, et surtout rassembler. Je prends le colonel Oumo, il a parlé de rassemblement. Il faut rassembler, on ne peut pas jeter tout le monde comme ça à la poubelle. Il y a des compétences qui existent, et moi je souhaite vraiment que dans cette transition, nous puissions aller tous ensemble, mais véritablement de manière sérieuse, en faisant appel aux compétences, en jugeant les gens au mérite, en leur donnant une feuille de route avec des résultats à atteindre, et on évalue ensuite à période régulière. C'est ça dont on a besoin. Et on a besoin aussi de lutter farouchement contre l'impunité qui était devenue le plus grand de nos maux. Ça fait des décennies, plusieurs décennies. L'impunité contre les crimes, les violences faites aux femmes, l'impunité contre les crimes économiques. Enfin, il faut qu'on mette fin à ça, ça suffit. Je crois que c'est ça qui nous fatigue aussi véritablement. Mais encore une fois, on doit aller avec tout le monde, on doit regarder le positif de tout ce qui s'est passé au cours des 10 années, parce qu'il y a eu des actions, des réformes qui ont été positives, mais il faut les appliquer. Notre problème aussi, c'est l'application. Quand vous regardez la Guinée basée sur les textes, nous sommes le pays le plus merveilleux au monde. Il fait bon vivre en Guinée, mais c'est dans l'application que nous péchons cruellement. Voilà. D'accord. Dans l'application que nous pêchons cruellement, avant de vous prendre la parole, ce qui n'y a pas une sorte de dualité à laquelle la junte risque d'être confrontée, c'est-à-dire qu'il faut organiser des élections dans un délai acceptable, mais aussi il faut faire face au quotidien des Guinéens. Et pour ça, on parle c'est pas une équipe de développement, mais quand même il faut faire du développement. Absolument. Même si c'est à basse échelle. Mais ils ont été rappelés, je pense, à la réalité. La lune de miel, pour moi, elle a cessé quand on a malheureusement appris cet accident de train avec malheureusement les victimes, et on a eu, je crois, à déplorer une victime, et nous avons plusieurs blessés graves. Je pense que ça les rappelle au quotidien. On peut pas rester. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin aujourd'hui peut-être d'avancer, d'obtenir vraiment des clarifications et de mettre en place, à minima, au moins il nous faut une équipe gouvernementale. Une équipe pour vous, c'est déjà un pas à prendre. Nous avons la CEDEAO qui se ferme un peu à nous. La CEDEAO qui se ferme un peu à nous. Il va falloir trouver de l'argent, il va falloir continuer à produire, et tout ça pour payer les salaires, pour faire tenir la machine de l'État. Au-delà du gouvernement,
Pour vous, la La CEDEAO priorité, ce serait quoi? La démarche, ce serait quoi? En termes de... Enfin, si vous étiez à la place de Doumbouya, par exemple, vous feriez quoi dans ce contexte-là? C'est une question difficile à laquelle je ne peux pas vous répondre comme ça, parce que ça serait pour moi faire preuve de légèreté. Je crois qu'il faut s'asseoir, regarder un petit peu quelles sont les différentes situations sur le plan budgétaire, je dirais sur le plan macro, faire un état des lieux assez succinct, et ça je pense qu'on peut le faire. Et puis encore une fois, je crois Hagia et Fatou l'ont dit, le rôle que nous avons désormais en tant que citoyenne, en tant que société civile, c'est véritablement de les accompagner pour éviter les écueils du passé. Mais en rassemblant tout le monde, je le répète encore, en rassemblant. Je la prends au mot en parlant de rassemblement. On a vu une déclaration où quelque part le colonel Mamadi Doumbouya parle, il dit qu'on ne fera pas de recyclage. Et il y a ce problème surtout, Fatou Souare-Anne parlait du passif de certaines personnes qu'on connaît. On parle notamment de ce système qui a gangréné ce pays, qui l'empêche d'évoluer. À votre avis, comment faire du rassemblement? Est-ce que vous pensez à ramener certaines personnes qui étaient dans l'ancien régime? Qu'est-ce que vous pensez réellement en parlant de rassemblement? Pourquoi pas? Mais moi, je me pose aussi la question, quand on parle de recyclage, de quoi parlons-nous exactement? Et est-ce que c'est si réaliste? Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est réaliste de dire qu'on ne fera pas de recyclage? Je crois que là, déjà, on tend un peu pour moi vers du populisme. Ça veut dire quoi ne pas faire de recyclage? Ça veut dire on ne reprend pas les ministres? Mais comme nous savons tous ici, la question c'est le système. Ne pas repartir avec la les mêmes ministres. Elle est enracinée dans toute l'administration. Donc quand on dit on ne fait pas de recyclage, ça veut dire on se débarrasse de tout le monde. Est-ce réaliste? Ça n'est pas réaliste. On a besoin de faire fonctionner, comme vous l'avez dit, la machine de l'État. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire preuve de discernement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas retomber dans la même situation? On a vécu par le passé si on reconduit les mêmes personnes. Il faut mettre fin à l'impunité, tout simplement. Hagia souhaite dire quelque chose. C'est le système qu'il faut changer. En quoi faisant, Hagia? On sait très bien qui a fait quoi pendant toutes ces années. Tout le monde le sait. Et à ce moment-là, ces gens-là, on les met de côté. Tous ceux qui sont arômes magie, à chaque gouvernement, ils sont là. À chaque président, ils sont là. C'est des arômes magie, vous avez dit? Arômes magie. D'accord. Donc, les gens qui mangent ils sont dans toutes les sauces. C'est des arômes magie. Oui, allez-y. Ils sont à toutes les sauces. Il faut simplement... Je ne veux pas qu'on les écarte comme ça, mais qu'on regarde ce qu'ils ont fait sérieusement pendant qu'ils étaient avec tous ces présidents-là. Est-ce qu'ils ont fait du bon boulot? Si oui, ok. Sinon, franchement, merci. Au revoir. D'accord. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais le système doit changer. D'accord. Est-ce qu'ils ont fait du bon boulot? Vous me tendez la perche. Et déjà, dans ces consultations, il a reçu des enseignants, et tout le monde. Vous, lorsqu'on parle d'éducation en Guinée, vous êtes mis à l'index. À cause des réformes que vous avez engagées. J'avais réussi mes réformes. Justement. Voilà, et voilà, on vous applaudit pour ça, parce que moi j'ai eu des grands frères qui ont fait les 2 bacs concours, qui me parlaient sans cesse de vous. On dit de vous que vous êtes la meilleure ministre de l'histoire de la Guinée. Non, je suis là, j'ai fait 2 bacs et concours. Voilà, donc on dit ministre de 89 en 1996. Et si ma mémoire est bonne, durant cette période, le nombre de filles inscrites dans les écoles de la Guinée double, passant de 113 000 à 233 000, quand même ce qui était un chiffre record à l'époque. Un gouvernement de mission, mais le développement toujours à côté. Du point de vue éducation, le niveau des apprenants a beaucoup baissé. Ça doit être une priorité, parce qu'on veut pas le développement, il faut former les hommes. Aujourd'hui, comment vous voyez un peu le système? Et si on vous demandait de faire une proposition à cette junte sur le plan éducatif, quelles pouvaient être les pistes de solution? Sur le plan éducatif, d'abord, il faut que ce soit une priorité. Que tout le monde l'accepte. Que si on veut développer un pays, c'est le secteur sur lequel il faut mettre l'accent. Une priorité pour la transition? Pour la transition aussi. D'accord, expliquez-nous. Tout de suite, c'est-à-dire, c'est de choisir un ministre qui pourra le faire. C'est de se pencher sur l'accès et sur la qualité. Et de se dire que l'éducation seule ne peut pas. Il faut que l'éducation travaille avec les autres secteurs. C'est pour ça que c'est un tout. Ça, c'est un. De deux, c'est de se dire, c'est une équipe qui va diriger le secteur et non pas un individu. Et c'est ça qui est important. Et je suis sûre et certaine que nos partenaires, même si nous sommes, ils nous disent que nous sommes, comment ils disent? Oui, on est hors la loi. Voilà, actuellement on est hors.
ils sont là, ils sont prêts à nous aider. Ils sont prêts à nous aider et nous allons faire en sorte pour donner des conseils à la gente, à ceux qui peuvent nous écouter pour ouvrir certaines portes. On nous a souvent dit que c'était difficile de gérer les départements en équipe. Je ne sais pas si vous, en tant que ministre, vous n'avez pas eu ce type de difficulté, mais parfois tout le cabinet est d'un côté, le ministre est lâché, il a besoin d'une sorte de task force avec lesquels il travaille dans l'ombre. Non, pas du tout. Comment ça peut s'organiser? Parce que même avec Banon, il y avait des cris à ce niveau. Comment ça se passe? Un ministre n'est ministre que s'il a une équipe. Sinon, il n'est pas un ministre. Ça, c'est un. De deux, il ne peut pas prendre une décision sans en discuter au niveau de son équipe. Ensuite, il faut qu'il forme son équipe. Il faut renforcer les capacités de tous ceux qui sont nommés. Mais vous ne prenez pas une décision sans discuter avec eux. Vous n'êtes pas chef. Vous êtes chef que si l'équipe travaille bien. Ça, je l'entends bien. Mais si vous n'avez pas la même vision, la même lecture de vos missions. À ce moment-là, vous n'êtes pas ministre. Vous êtes un individu qu'on a nommé. Comme ça. Qu'on a sacrifié alors. Absolument. Ah non, il s'est sacrifié parce que moi, si je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Si on me confie quelque chose que je ne peux pas faire, s'il vous plaît, je dis non, je ne peux pas. Et je m'explique. Est-ce que ce Guinéen, vous pensez qu'il existe aujourd'hui? Il existe aujourd'hui. Nous avons quand même dans la population des gens qui sont honnêtes. Il y a des jeunes qui sont honnêtes. Il y a des femmes qui sont... Les femmes en général sont honnêtes de toutes les façons. La plupart. Je ne dis pas toutes, mais en tout cas, il y en a qui sont très honnêtes. Elles vous diraient franchement ce dont elles sont capables. Et nous sommes humbles. C'est là où nous sommes différents des hommes. Nous sommes humbles quand on ne peut pas faire une chose, on dit... Les femmes encore? Oui, non. Ça veut on parle du Guinéen, là. Je parle du Guinéen, mais je vous dis, si nous comparons les hommes et les femmes sont humbles. Elles savent exactement ce qu'elles peuvent faire. Un homme vous dira toujours, et ça c'est d'ailleurs international, ce n'est même pas seulement la Guinée, il vous dira je peux tout faire. Je prends un exemple. On était en train de parler de langue. Il faut apprendre l'anglais. Il y a une femme qui dit, moi, je peux, c'est très peu. Il y a un garçon qui dit, moi, je suis très bien en anglais. Je dis, alors je teinte rouge. Quand nous avons commencé à parler déjà, il faut que j'avoue qu'en fait, non. Voilà. La femme a été tout de suite honnête. Bon, je disais donc, je reviens à ça. Vous avez des femmes qui sont honnêtes, vous avez des hommes qui sont honnêtes, mais c'est vraiment les compétences qu'il faut voir. Dans cette transition-là, ce sont les compétences qu'il faudrait que le général Doumbouya, je dis général, il sera général, le colonel Doumbouya doit tout faire pour recenser les compétences qu'il y a dans ce pays, hommes et femmes. Et à ce moment-là, donner les postes qu'il faut aux personnes qui le méritent. Avant qu'on ne parte avec Mariam Tamba, moi je voudrais toujours, dans le domaine de l'éducation, Diba en parlait tout à l'heure, le niveau a drastiquement chuté, le niveau des enfants, et vous avez vu les derniers résultats, notamment avec le bac avec 25%, beaucoup d'échecs, parce qu'on suppose que le ministre est venu avec une vision et il n'a pas eu d'accompagnement, il y a eu une sorte de sabotage. On a vu ce qui s'est passé pendant ces examens. En même temps, vous avez avec la floraison des écoles privées, vous avez des enseignants qui se permettent de former des groupes, de traiter des sujets et de les envoyer aux enfants. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la donne change? Parce que je me rappelle que dans le passé, au niveau de la 3e année de l'école primaire, on organisait une sorte d'évaluation de l'élève. S'il n'a pas le niveau, il ne passe pas en 3e année à partir de la 2e année. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ce système-là? Vous avez organisé Bac 2 plus concours et en ce moment, ça a marché, ça a étudié notamment. Vous avez encouragé les jeunes filles à aller vers les branches techniques, les mathématiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ce niveau-là aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que c'est catastrophique le niveau de la formation à la base. Les enseignants. C'est la formation des enseignants. C'est absolument indispensable. Ça, c'est un. De deux, au niveau des écoles privées, on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas les moyens et les compétences l'autorisation d'ouvrir une école privée. Et il faut absolument recenser les écoles privées, entre guillemets, qui ne le méritent pas. On les ferme. Mais il faut absolument former les enseignants. Si on ne les forme pas, on n'ira nulle part. Ensuite, je me souviens, moi j'avais fait le redéploiement des enseignants des villes vers les villages. Ce qui fait, il n'y avait pas une seule école qui n'avait pas de maître. Dès que je suis parti, ils sont tous revenus en ville.
Ce sont les collègues de la Banque mondiale qui m'ont téléphoné à Paris pour dire Aïcha, à bac. J'ai dit qui? Me dit les enseignants que tu avais redéployés là, pour pouvoir donner une formation correcte aux enfants, on les a tous ramenés en ville. Les enseignants sont venus, ils ont payé, on les a ramenés en ville. Voilà comment les choses se sont dégradées au fur et à mesure. Pourtant, je suis venu et j'ai prévenu le ministre. Je dis attention, voilà. Parce que chaque fois que je viens, je rencontre les ministres. Et je leur dis voilà. Parce que mon devoir, c'est ça. C'est de dire ce que les gens pensent de l'extérieur, que ce soit la Banque mondiale ou l'UNESCO. Je dis voilà ce qui se passe. Alors, il faudrait faire attention. Mais, comme vous le dites, quand le ministre Banon est venu, lui, pourtant, il avait la situation. Il connaissait la situation. Mais il est arrivé à un moment où chacun revendiquait. C'est l'argent qui revendique. Au lieu de revendiquer la formation, la remise à niveau. Parce que pour moi, un enseignant d'abord doit demander une remise à niveau avant de demander de l'argent. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va leur donner de l'argent, ça ne suffira pas. Parce que c'est la planche à billets qui va travailler. Et à ce moment-là, quand on fait travailler la planche à billets, qu'est-ce qui arrive? La monnaie est dégradée et ils ne pourront jamais vivre à l'aise. Donc la formation des enseignants, pour moi, elle est primordiale. D'accord. La formation des enseignants, pour vous, elle est primordiale. Et puis à cette réaction que je souhaite quand même relayer, elle n'est pas de n'importe laquelle, c'est de Dr Abdourahmane Diallo, ancien ministre de la Santé, qui avec RRB... Qui a été un de mes élèves. Exactement. Il a l'habitude de le dire, je m'en souviens bien. Une transition est égale à une mission. Mais la santé et l'éducation ne peuvent pas attendre. C'est un peu en appui de ce que vous dites, une équipe de développement qu'il faudra donc. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. On repart à Dakar, mon cher Daouda. Daouda, d'où nous attend Madame Mariam Tendo Camara, qui impatiente au téléphone avec elle sur les questions d'autonomisation. Comment on y parvient? Alors, ma question, elle va être à deux niveaux. Alors, le premier niveau, c'est bien cette problématique liée au délai pour la transition. Parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Il en faut 14 mois, il en faut 24 ou autre. Comment pensez-vous aujourd'hui ou je vais dire, quel délai donnerez-vous aujourd'hui à cette transition? La première question. Et de l'autre côté, qui n'est pas forcément de la transition, mais c'est l'autonomisation, comme Tamba l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que les femmes réclament aujourd'hui 52%, c'est une réalité. Mais est-ce que le problème est-il masculin ou il est des femmes elles-mêmes? Cette question, elle revient tout le temps. Je vais la traiter en seconde partie, mais je vais répondre à la première question. Vous savez, la Guinée n'est pas seule dans ce cas de figure. Nous avons des transitions que nous pouvons suivre qui sont dans la sous-région. Il y a eu la transition qui se tient en ce moment au Mali. Il y a une transition en ce moment qui se tient au Tchad. Il y a eu un peu plus tôt une transition au Soudan. Les seules qui sont actuelles, je crois qu'au Tchad, c'est 24 mois. En termes de temps alloué à la transition, si je ne me trompe pas, au Mali, c'est 18 mois. Je ne comprends pas pourquoi on dit pour la Guinée 6 mois. Je trouve 6 mois absolument court. Il faut donner la main à cette junte militaire de pouvoir faire ce qu'ils se sont donné comme mission, et bien entendu, et de veiller, et c'est là où nous rentrons en jeu, nous citoyens et citoyennes, nous société civile, nous secteur privé, etc. Nous venons en main pour nous assurer qu'il y a une veille sur les engagements pris. Mais voilà ce que je pense. Je pense qu'il faudrait au minimum pour la Guinée 18 à 24 mois, au maximum 24 mois, parce qu'effectivement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas que cette transition soit très longue. Elle doit être préparée pour remettre les clés en main à un gouvernement civil. Par contre, je voudrais insister sur 2 ou 3 points. La Guinée s'inscrit dans une dynamique sous-régionale, et il y a une de mes consoeurs qui a dit tout à l'heure, il y a des acquis, mais tout n'a pas été mauvais. Alors, sur la question spécifique de l'autonomisation des femmes, il faut avouer et reconnaître que l'ancienne administration a préservé certains acquis pour la Guinée, notamment la loi sur la parité.
Alors, pour certains, ils pensent que c'est une question triviale, c'est une question de chiffres. Je vis au Sénégal. Le président Wade avait acté la loi sur la parité à l'époque. Elle a été mise en œuvre, appliquée effectivement à la prise de pouvoir, à l'élection plutôt de Macky Sall. Nous avons vu une augmentation de représentativité des femmes sénégalaises au sein du Parlement. Nous avons eu par le passé une femme Premier ministre au Sénégal, Madame Aminata Touré, une forte tête. Je pense que même si la parité ne résout pas tous les problèmes, mais elle permet à ce que cette force vive qui représente 80% de notre force de main-d'œuvre agricole. Je répète encore, je pense que c'est important que les gens comprennent que nous ne parlons pas que pour les intellectuels dans la capitale de Conakry ou pour les intellectuels qui savent s'exprimer sur l'Internet. Nous parlons de ces 52% qui représentent 70% ou 80% de la force agricole et qui travaillent les chantiers, qui travaillent l'agriculture, notre secteur stratégique. Pareillement pour les mines. Regardez les mines. Un dernier rapport parle de moins de 10% de participation de femmes en termes d'emploi dans le secteur stratégique du secteur qu'on appelle ça, des industries extractives. Voilà. Donc, je crois que lorsqu'on veut se mettre la main à la pâte et permettre que cette force qui est inexploitée puisse venir au créneau, qu'on donne les chances. Et que l'on ne dise pas tout le temps qu'il y a un problème d'alphabétisation. Il y a des exemples encore que je peux prendre hors de la Guinée, où on a vu des femmes non alphabétisées, mais qui ont une force de frappe, une force de mobilisation incroyable, mais 10 fois plus grande que celle des hommes, qui mobilisent, qui font du travail dans les communautés villageoises, qui ont été présentes dans les conseils de conseils villageois, qui ont été élus maires dans certaines circonscriptions. Je pense que c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas seulement la concentration du pouvoir au niveau de la capitale. Et enfin, on ne peut pas demander quelque chose sans se s'outiller. Les femmes ont besoin absolument de renforcement de capacité. Et ça, les femmes et les hommes, mais nos mandants sont des femmes, donc on parle plus des femmes et des jeunes filles. Évidemment qu'il faut outiller et équiper, il faut permettre à ce qu'il y ait des programmes en termes de leadership, de développement, de mise à niveau pour qu'on puisse investir, par exemple, un CNT pendant cette période de transition pour pouvoir aider à formuler et articuler des politiques publiques. Je rappelle qu'en juillet dernier, le plus grand rassemblement mondial, et là c'est le point qui est le plus important pour moi, le plus grand rassemblement mondial qui s'est tenu en juillet dernier dans la capitale parisienne, c'est un forum qui s'appelle Forum Génération Égalité, qui a été effectivement financé par ONU Femmes et le gouvernement français et le gouvernement mexicain. Les engagements pris par l'ensemble des chefs d'État et des gouvernements qui ont accompagné cette mobilisation visent à rendre cette question d'égalité une réalité dans les pays du monde. Et la mobilisation de fonds, l'engagement dépasse des milliards, je n'ai pas le chiffre avec moi, je pense que la Guinée pourrait souscrire à ces fonds en améliorant la représentativité des femmes dans ces instances de décision. C'est non négligeable parce que les pays donateurs, les bailleurs de fonds, les bailleurs qui sont présents en Guinée, qui sont les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le développement de la Guinée, mettront la main à la poche. Et donc, quand ils verront la volonté politique et réelle des autorités guinéennes de donner la chance à une société inclusive et une gouvernance inclusive et participative, nous verrons plus d'argent venir vers la Guinée. Et c'est sur ça que je voulais terminer. D'accord. C'est donc Mariam Tendou Camara. La dernière question avec vous, vu que les conditions de l'interview sont un peu particulières. Mariam, on le disait tout à l'heure, en Guinée, Malado Kaba le disait, on a les plus beaux textes, on a l'impression que tout va bien. On a eu la chance, il faut le dire, bon, pas une chance. Le régime Condé a quand même fortifié ce côté en faisant en sorte que nous ayons la loi sur la parité, en améliorant le code de l'enfant par rapport, par exemple, au mariage des enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La politique nationale genre aussi. Oui, la politique nationale genre, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette parité dont on parle de génération égalité aujourd'hui, soit effective sur le terrain? Parce qu'on a du mal. Quand vous voyez un gouvernement d'une trentaine de personnes, au plus, vous ne verrez que 5
femmes. Il y a quelques années, on a eu 7 femmes, mais ça a rapidement dégringolé. On en est venu à 4 finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette équité-là, cette égalité dont on parle soit effective sur le terrain? Au Parlement aujourd'hui, l'avant-dernière assemblée, on avait 21%, je crois. C'est quand même minime pour les 52% que nous sommes. En 2 minutes, s'il vous plaît. Et je remercie ma chère Moussaïe Roba pour avoir posé la question qui pour moi est le Graal de tout. Alors je vais répondre de façon très concrète. Voici 2 ou 3 recommandations que j'aimerais proposer au CNRD directement et aux autorités qui accompagnent la classe dirigeante qui est en train de réfléchir sur ces questions. Un acquis que je trouve qui vient de l'ère de l'administration Condé, c'est le ministère des droits des femmes et de l'autonomisation des femmes. Je pense que ce ministère, il était stratégique. Je pense qu'on ne devrait pas annuler ce ministère pour le remettre à ce qu'on avait par le passé, action sociale et promotion féminine. Parce qu'il y a une technicité lorsqu'on veut s'attaquer à la question d'égalité homme-femme et d'égalité des sexes. Et je pense que ce ministère qui avait été créé allait dans le bon sens. Il faut donc pouvoir avoir une veille stratégique et des politiques qui attaquent de façon transversale cette question pour regarder dans tous les secteurs de la vie, de la gouvernance du pays, pour pouvoir attaquer cette question d'autonomisation et aider à faire respecter, appliquer cette question de parité. Vous avez dit tout à l'heure que oui, on voit les chiffres se réduire. Effectivement, et le souci que nous avons, nous qui militons pour l'autonomisation des femmes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une transition, le chiffre encore même des acquis qui avaient été difficilement obtenus par les administrations précédentes se voit réduit parce qu'on met les priorités ailleurs. Moi, le plaidoyer que nous faisons, c'est de dire aux autorités, la question de l'autonomisation de la femme est un outil, un instrument stratégique au niveau de la communauté internationale qu'on ne devrait pas perdre les acquis. Et pour cela, mettre en place une commission stratégique d'experts qui vont les aider à regarder ce qu'il ne faut pas jeter, ce qu'il faut garder pour pouvoir aller en avant beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace. Nous avons proposé un haut conseil à l'égalité hommes et femmes, mettre en place ce conseil. Et ça avait été recommandé par l'ancien Premier ministre Kabine Komara, qui avait été notre keynote speaker lorsqu'on nous a fait une conférence en 2020. Donc voilà un peu les propositions concrètes que je voulais faire. Merci. Et, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci en tout cas d'avoir pris la parole chez nous. Je rappelle que vous êtes Mariam Tendou Camara, vous êtes experte de l'ONU, chargée de questions d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et membre fondatrice du GRIF. Le GRIF, ce groupe de réflexion sur des thèmes assez transversaux. On revient donc en studio avec vous, Madame Kaba. Vous souhaitiez dire quelque chose, oui, vous souhaitiez réagir. Oui, c'était juste par rapport aux chiffres, parce qu'en fait, quand vous regardez parce que j'ai fait l'exercice en fait, de regarder les postes occupés par les femmes ministres sur les 10 dernières années, donc j'ai pris les chiffres seulement au début des mandatures, hein. Et en fait, on se rend compte que le pourcentage a augmenté. Nous sommes aujourd'hui à 31% de postes ministériels occupés par des femmes en 2021, donc contre 22% au niveau de la moyenne CEDEAO et 22% au niveau de la moyenne mondiale. Donc là où je veux en venir, 2 choses. Je reviens toujours sur ma question de rassemblement et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et deuxièmement, je reviens aussi sur un point qui est extrêmement important, qui est que nous devons aussi réduire notre dépendance à l'ignorance. En faisant quoi? En augmentant notre capacité à collecter les données, à analyser les données de façon à véritablement nourrir nos politiques publiques. Parce que ça, c'est un problème que nous avons qui est récurrent chez nous, mais aussi dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Des données pour nourrir les politiques publiques, et sur la question quand même de la femme, avec une volonté politique manifesté dans un document de politique publique genre, finalement avec même s'il y a des affectations, préconisations par exemple de 15% sur tous les budgets des collectivités affectés à la question du genre, ça reste une réalité par ailleurs, Madame Anne. Une réalité, je ne sais pas. Enfin, ça reste, au moins dans le document, le principe il est là. Oui, alors c'est ce que beaucoup disent, que les textes sont là. Ils sont présents, ils sont excellents. Mais ils pourraient faire le travail, mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas appliqués. On va terminer avec, malheureusement, on doit rendre l'antenne. Mais vous aurez certainement
Aïe, aïe, aïe. J'ai encore combien de minutes, très cher? Il va falloir... Bah écoutez, on va vous entendre sur la petite chose que vous souhaitiez dire. Oui. Et on va à la prolongation. Nous aurons 10 minutes derrière 11 heures. Ok, donc 2 choses. Déjà, vous féliciter de votre plateau aujourd'hui et vous encourager à continuer, et tous les médias d'ailleurs. Parce que réellement, ma collègue le disait plus tôt, depuis le coup d'État, j'entends que vous n'avez pas reçu de femmes dans votre plateau. Pas terrible. Non, 0 pointé. Donc faites mieux s'il vous plaît sur la suite. Et vraiment, dans notre campagne, une des choses qu'on veut faire, c'est investir en plus du CNT, du gouvernement et j'en passe, les médias, parce que l'espace public, c'est ça. C'est les médias et on doit être dans l'espace public. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous aviez demandé sur rapidement pour répondre à sa question, comment aussi aider la junte. Insister sur le côté sécuritaire. Vous savez, l'une des choses qu'on doit faire, c'est de ne pas oublier que notre histoire ne nous rattrape pas et qu'on apprenne des leçons de ce qui nous est arrivé. On est à 2 jours ou 3 jours du 28 septembre. Il faudrait que cette junte ne ressorte pas avec ça. Donc, on leur demande d'être très vigilants. Et ça, on les accompagnera. Alors, je veux vous dire que vous aurez le temps de parole tout à l'heure voilà, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaitais vous dire tantôt. Continuez à réagir à cette émission. Nous aurons 10 minutes derrière cette plage publicitaire. Et après les 10 minutes, là, ce sera véritablement la fin. On reste ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.